Oui, et on va parler de ce dont on n'a jamais envie de parler. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de QR L'Actu. Quelle suite à cette catastrophe qui a surgi au Maroc? Je vous présente nos premières invitées. Il y en aura d'autres tout au long de cette émission. On accueille Marie-Christine Ferrier. Vous présentez MSF sur ce plateau. À côté de vous, il y a Anne Peters. Vous représentez, vous, la Croix-Rouge de Belgique. Merci d'être là. Nous ont rejoint également Rizlen Kounda, journaliste à la rédaction internationale de la RTBF. On a beaucoup travaillé, évidemment, on a montré beaucoup d'images et on ne se rend peut-être pas toujours suffisamment compte de ce qui se passe là-bas sur place. Raison pour laquelle on va tout de suite retourner au Maroc, retrouver Quentin Warlop. Lui et d'autres journalistes, c'est l'occasion de saluer le travail de nos équipes dans des conditions souvent pas faciles. Voir ce qu'on y voit, travailler dans ces conditions-là, ce n'est évidemment pas simple. Quentin, sans misérabilisme et sans voyeurisme aucun, racontez-nous tout simplement, avec vos mots à vous, ce que vous avez vu aujourd'hui et pourquoi la situation est à ce point dramatique sur place. Sacha, il y a des journées marquantes dans la vie de journaliste et aujourd'hui, c'en est une assurément pour toute l'équipe avec Dominique Van de Capelle, Emmanuel Talarico et avec Mathieu Van Lunkel. On s'en souviendra très très longtemps, c'est sûr, de cette journée avec ces pleurs, avec ces pleurs de ceux qui ont tout perdu, il faut bien le dire, qui découvrent encore ce soir des corps d'amis, de famille, d'un père, d'une mère qu'il va falloir maintenant enterrer. Il faut savoir qu'ici, juste à côté, il y a maintenant des cimetières qui sont installés à flanc de colline. Donc oui, il y a ces pleurs, il y a ces larmes, ces odeurs aussi insupportables que je vous laisse imaginer ici dans le petit village dans lequel on est. Et donc, oui, c'est particulier. Hier, on était à Moulay Ibrahim, qui est un petit village plus bas dans la montagne. C'était déjà impressionnant. Mais aujourd'hui, c'est encore un niveau au-dessus. Je vais pas vous le cacher. On a décidé de monter très, très tôt ce matin, très haut dans les montagnes. Il faut savoir qu'ici, ils n'ont vu personne pendant pratiquement 2 jours pour la simple et bonne raison que les routes sont complètement coupées. Pourquoi? Parce qu'il y a d'énormes pierres, en fait, sur la route et elles commencent tout doucement à être dégager ces routes, donc on voulait aller le plus loin possible et donc on est arrivé tout à l'heure à Imin Tala, qui est donc ce petit village en fait accroché à la colline, accroché à la montagne et c'est cette montagne justement qui s'est décrochée et sont d'énormes blocs de pierre de 20-30 mètres de long qui se sont littéralement écrasés sur ce petit village de 200 maisons dont il ne reste pratiquement plus rien. Vous avez peut-être vu tout à l'heure les images dans le JT. Donc les gens, je vous disais, qui n'ont vu pratiquement personne pendant 2 jours, mais ils commencent à voir des gens depuis quelques heures. Il y a les sauveteurs, la protection civile espagnole, les Qataris et aussi les Anglais qui sont arrivés tout à l'heure avec des chiens de détection pour voir s'il y avait encore la présence humaine sous ces fameux blocs de pierre. Mais malheureusement, les chiens sont repartis tout à l'heure. Mais malgré tout, les voisins, les habitants, ceux qui sont encore vivants, essayent tant bien que mal de retrouver les corps de leurs amis, de leur père, de leur mère, de leur famille. Tout à l'heure, il y a encore pas plus tard qu'une heure, il y a 3 corps qui ont été retrouvés et je vous le disais tout à l'heure, qui ont été mis dans un cimetière improvisé ici à flanc de colline. Beaucoup de tristesse, beaucoup de détresse, c'est vrai, mais aussi, il faut le dire, une énorme solidarité, Sacha, une énorme solidarité des Marocains, c'est impressionnant. Dès que la route a été ouverte tout à l'heure, sont des dizaines, peut-être même des centaines de citoyens qui sont venus ici avec des camionnettes, des camions parfois pour venir apporter de quoi manger, de quoi boire et de quoi passer la nuit. Ces gens ici passeront une 3e nuit dehors sur les débris. Et cette solidarité-là, on va l'évoquer aussi. Merci Quentin pour ce témoignage très complet. C'était important aussi de s'imprégner de ça pour qu'on comprenne vraiment de quoi on parle. Et les questions que nous avons reçues aujourd'hui vont tourner sur bien des aspects de ce qui est en train de se passer au Maroc. Et c'est vrai que pour beaucoup, et c'est ce qu'on a ressenti à travers les messages que nous avons reçus aujourd'hui, il y a une petite incompréhension. On vient d'entendre la détresse de cette population et le premier message de cette émission, il nous est envoyé par Sabine. Je ne comprends pas que seuls 4 pays soient sollicités. Des gens sont en train de souffrir, de mourir et il y en a ici, dans d'autres pays, qui n'attendent que cela pour aider. Je ne peux pas comprendre un tel gâchis. Madame Ferrier, un vrai gâchis de ne pas appeler plus de gens à la rescousse? Oui, je peux tout à fait comprendre le sentiment des personnes qui voient toute cette détresse et qui se disent « mais on voudrait aider » et le Maroc n'a autorisé aujourd'hui que 4 pays. Donc je comprends tout à fait quand on voit la détresse des gens dans les villages. En même temps,
comme vous l'avez dit dans le reportage, les routes étaient inaccessibles jusqu'à peu. Il y a encore beaucoup de routes qui sont bloquées. Donc si on n'a pas une hypothèse, s'il y a trop d'aides qui arrivent en même temps, que toutes les routes sont bloquées, ça crée une anarchie dans le support, dans l'aide, et donc quelque part, c'est pas non plus très efficace. Donc on peut espérer que le Maroc, maintenant que les routes s'ouvrent, ouvre un peu plus à l'aide internationale, et une aide internationale coordonnée qui doit être efficace, sinon ça peut être très vite l'anarchie au lieu d'aider les gens de façon efficace. Vous pouvez nous suivre, et je l'ai dit déjà, mais n'hésitez pas à scanner le QR code qui apparaît en bas à droite de votre écran. Ça vous permettra d'entrer en lien avec nous et avec l'application Opinio. Comprenez-vous, c'est la première question qui a été posée via Opinio, comprenez-vous que les autorités marocaines ne sollicitent que quelques pays, en l'occurrence 4, pour les aider? Non, à plus de 63%. Jimmy, via la page Facebook de l'émission, nous a écrit ceci. Pourrait-on m'expliquer pourquoi? Et on va le faire. Jimmy, le Maroc a accepté l'aide de 4 pays seulement, alors que la zone sinistrée est étendue et les besoins visiblement nombreux. C'est un peu la même question, Madame Peters, et on écoute votre réponse. Oui, je ne peux que m'aligner sur ce que Madame Ferrier a dit. C'est vrai que ce qui est important, surtout quand on fait face à des catastrophes, c'est de pouvoir répondre aux besoins qui sont réellement sur le terrain. Et donc c'est vrai qu'il faut parfois du temps pour les acteurs sur place pour pouvoir se synchroniser et dire réellement mais qu'est-ce qu'on a besoin. Pour notre part, nous, au niveau de la Croix-Rouge, on a entendu ce lundi l'appel du Croissant-Rouge marocain, qui en fait sont nos confrères et consoeurs directement au Maroc, pour nous dire oui, maintenant on a besoin de votre aide. Ils ont exprimé leur aide à travers la fédération. Et à ce moment-là, on peut vraiment répondre présent par rapport à des unités qu'on mobilise ou par rapport à des fonds que l'on lève. On a entendu tout à l'heure la ministre des Affaires étrangères, Adjel Habib, dire c'est peut-être bien aussi de laisser des pays qui ont plus de compétences que nous, par exemple, dans ce genre de circonstances pour les premiers jours. Vous acquiescez toutes les deux? Oui, je dirais que, en tout cas, nous, au niveau Croix-Rouge, c'est comme ça qu'on fonctionne. Chaque pays a des spécialités. Et donc, il va y avoir des besoins, peut-être des besoins médicaux, des besoins plutôt en termes de logistique, des besoins télécoms. Et en fonction des besoins qui sont exprimés par le pays, pour nous, par nos confrères et consoeurs, à ce moment-là, on peut faire une réponse qui est synchronisée, qui est efficace. Rizen Kounda, je vais vous demander de réagir au message suivant, qui va un peu dans le même sens, évidemment. C'est Stéphane Schroups qui, via l'application Opinion, nous a dit ceci. On constate qu'à l'exception de l'Espagne, aucun pays européen n'a été sollicité. C'est clairement avant tout un choix politique assumé. Est-ce qu'on doit comprendre ce genre de message? Alors, on va le répéter, la raison officielle, c'est que l'arrivée massive des secours lors de ce genre de tragédie est source de nombreux problèmes, engorgement, mauvaise coordination, routes saturées, ça peut représenter un danger pour les secouristes. Alors, la question politique reste une hypothèse, elle concerne la question sensible du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole. Le Maroc défend sa souveraineté sur ce territoire, souveraineté non reconnue par les Nations Unies, un territoire source de conflit avec l'Algérie qui soutient les indépendantistes sahraouis. Donc on se demande si le Maroc accepte plus facilement les pays qui le soutiennent dans ce dossier, comme l'Espagne, les Émirats arabes unis, pas la France. Et donc, cette dimension politique reste une hypothèse. Il faut rester prudent. On va avancer dans les questions qui sont posées par nos téléspectateurs et on va parler de cette solidarité, bien compréhensible évidemment. Et on sait qu'en Belgique, ce mot-là, il a souvent beaucoup d'importance. Pour encourager un peu plus cette solidarité, on ne les a pas nécessairement montrés à l'écran. Il y en avait énormément de gens qui disaient « mais est-on bien sûr que cet argent-là, il va aller vraiment au Maroc ?» Personne ne doute de l'efficacité, qu'on soit bien clair, de l'utilité de votre action. Mais les gens voudraient savoir qu'1 euro versé pour le Maroc, c'est bien 1 euro versé pour le Maroc et pas nécessairement, pardonnez-moi l'expression un peu terre-à-terre, versé dans un pot commun. Madame Ferrier. En tout cas, en ce qui concerne Médecins sans frontières, on l'a déjà dit plusieurs fois lors d'autres catastrophes, à MSF, on a un pot commun pour les urgences. Les gens peuvent toujours marquer sur leur virement pour le Maroc, mais ce qu'on demande, c'est que ça soit versé dans un fonds d'urgence commun, parce que si, par exemple, on reçoit trop d'argent par rapport à ce qu'on peut faire, c'est pas correct non plus. Donc on préfère pouvoir jauger nous-mêmes et qu'on nous fasse confiance sur ce qu'on peut faire pour le Maroc, on va le faire. Mais si c'est dans le pot commun et qu'on a suffisamment pour le Maroc et que par contre on a besoin pour d'autres pays comme aujourd'hui le Soudan qui est dans une situation catastrophique, voilà, on demande aux donateurs de nous faire confiance. Mais ce qu'on peut faire au Maroc, on le fera bien sûr pour le Maroc. Madame Peters.
Alors pour notre part, tous les fonds qui seront tagués Maroc sont à destination du Maroc et à destination du Croissant Rouge marocain. C'est comme ça, soit en direct à travers l'agence, soit à travers un support que l'on pourrait déployer. Mais tout ça dépendra évidemment de des besoins sur place qui seront relayés aussi par notre fédération. On a bien compris, grâce à vous et via vos deux propos, qu'il y a l'urgence, c'est vrai, spécifique au Maroc, et puis il y a toutes les autres urgences qu'il ne faudrait pas perdre de vue, et vous lancez un appel à la confiance pour utiliser ces fonds-là au mieux. On va prendre un peu de distance maintenant avant d'évoquer la solidarité en Belgique. Retrouver Samir Ouikassi. Vous êtes de Marrakech, monsieur Ouikassi, je pense. Vous y étiez il y a encore un mois, là-bas sur place. Vous attendez des nouvelles de votre famille? Vous êtes rassuré aujourd'hui ou encore un peu inquiet? Bonjour tout le monde. Pour ma petite famille, je suis rassuré. Il faut savoir juste que je me suis réveillé le samedi avec plein de messages qui me disent que ça va. J'ai rien compris. Dès que j'ai ouvert les médias, j'ai vu le mot séisme, j'ai même pas pu continuer à lire. Et donc, j'ai appelé ma famille que j'ai eu après un quart d'heure. Et ma famille qui est à Marrakech n'a rien à part quelques dégâts, mais très légers, matériels. Maintenant, il faut savoir la grande famille qui est aussi dans les montagnes. Et là, on n'a pas encore de nouvelles de mort, mais on attend un petit peu la suite pour dire que tout le monde est safe. Et on croise les doigts, évidemment, pour vous, et on vous transmet à vous et à toutes les personnes présentes sur place qui sont dans cette inquiétude, tout notre soutien, évidemment. Vous dites parce que vous travaillez dans une organisation internationale, une organisation humanitaire. En préparant un peu cette émission, j'ai appris que votre message, c'était laissons travailler les organisations humanitaires. Il ne faut pas se précipiter. Il y a évidemment plein de bonne volonté. Il y a des gens qui veulent aider, mais parfois, ce n'est pas nécessairement utile. En fait, il y a une autre réalité qui n'est pas aussi claire. Donc, pour moi, je suis de la région, donc je comprends et j'ai un contact avec le tissu associatif sur place. Quand on a une crise comme ça, soit il faut d'abord sauver, après soigner et après nourrir. Donc, si on ne sait pas soigner, on ne sait pas sauver, on fait ce qu'on peut faire, c'est nourrir. Par exemple, nous, ce qu'on a mis en place, même le samedi matin, c'est collecter de l'argent et les envoyer à des associations locales sur place qui connaissent très, très bien la région. Il faut savoir que ces associations-là, ils étaient les premiers dans certains villages et ils ont apporté le soutien qu'il faut. Et en plus, ils ont alerté aussi les autorités sur la présence de morts, etc. Donc, moi, à mon avis, il y a une gestion de crise. On sait, il y a 4 phases. Il y a prévention, préparation, réponse, retour, quoi d'expérience. On est dans la phase réponse. On ne peut pas imaginer, c'est pas un accident au bout de la route, on s'est dit, oh, l'ambulance, il a mis beaucoup de retard. Là, nous, on est dans une crise de masse. Donc, il faut vraiment que ça se met petit à petit en place, qu'on réagisse, qu'on voit le matériel qu'on a, qu'on voit surtout le genre de réaction qu'on peut avoir. Je vais vous donner un exemple très facile. Vous avez parlé de Imen Salah dans vos infos. Imen Salah, moi j'ai suivi ce qui s'est passé hier, où la première association avec laquelle on travaille, elle était la première sur place vers 16h hier. Donc il y avait personne. Absolument personne. Donc, ils ont commencé à apporter de l'aide et ils ont fait justement un live qui était largement suivi. Et après, évidemment, il y avait tout ce retour, il y avait tout. Ça se met en place petit à petit. On a bien compris votre message, monsieur Ouikassi. Exactement. Ça se met en place et en Belgique. Merci à vous pour votre témoignage et croyez bien qu'on est de tout cœur avec vous et on espère que les nouvelles seront bonnes en ce qui concerne les nouvelles de celles et ceux que vous espérez savoir en bonne santé, monsieur Ouikassi. Un petit mot parce qu'on a vu beaucoup de choses qui se mettent en place déjà en Belgique et c'est souvent le cas. Malheureusement, on a envie de dire chaque fois qu'il y a des drames qui se produisent, on voit déjà des appels aux dons et on a entendu via monsieur Ouikassi que c'était important. On voit aussi énormément de gens qui organisent des récoltes de vêtements pour pouvoir les livrer là-bas, sur place. Mais j'entends parfois qu'on dit attention, c'est pas ça dont on a besoin en premier. Madame Ferrir. Oui, les gens veulent exprimer leur solidarité et c'est vraiment très important. Que ce soit au Maroc, on a vu la mobilisation, comme monsieur l'a dit, il y a une grosse mobilisation au Maroc. Et ils connaissent leur population, ils savent mieux que nous qui sommes loin ce dont les gens ont besoin. Donc ça, et ils connaissent, ils parlent la langue, donc ça aide, c'est très important. La solidarité ici en Belgique ou en France ou ailleurs dans le monde, elle doit être aussi très importante. Mais c'est vrai que ça part d'un bon sentiment. On veut donner des vêtements, mais au bout du compte, ça complique la chaîne d'approvisionnement.
et ce n'est pas toujours ce que les gens ont besoin. Quand on doit faire une distribution de vêtements, c'est compliqué parce qu'il y a les tailles, il y a les enfants, les hommes, les femmes. Donc parfois, c'est mieux de pouvoir donner, c'est que les gens aiment moins, mais donner de l'argent à des associations, que ce soit en Belgique ou que ce soit des associations au Maroc, qui vont, elles, fine-tuner, si je puis dire, les donations pour que ça soit efficace. Là-bas, vos relais sur place vous permettraient d'acheminer tout ça facilement ou justement non? Doucement sur les vêtements, ça paraît évidemment très très important, ces dons-là, mais vous répétez encore une fois, comme monsieur l'a dit, oui, monsieur Wikasik, ce sont d'abord des moyens financiers dont vous avez besoin? Oui, tout à fait. Je suis vraiment alignée avec ce que vous dites. C'est très compliqué parce qu'il faut trier. On n'est pas sûr que ça correspond aux besoins. Et donc, je pense que c'est vraiment bien de pouvoir apporter de l'aide financière à nos collègues qui sont sur place parce qu'eux-mêmes sont en mesure d'évaluer la situation, de ce qu'ils ont vraiment besoin au quotidien. On peut envoyer des vêtements et de la nourriture. Bon, il faut l'acheminer. On sait que tout est très reculé, que c'est assez compliqué. Ça n'est peut-être pas forcément ce que les personnes ont envie non plus d'avoir ou qui correspond à leur quotidien. Et donc, je pense que si on ne veut pas passer à côté de l'aide nécessaire, ni non plus surcharger en fait des équipes qui sont déjà pour la plupart souvent dépassées, l'aide financière, ça reste la meilleure. Touché quand même, malgré votre expérience, sur ces élans de générosité, sur cette solidarité en Belgique, on est chaque fois surpris. On a l'impression qu'on est chaque fois un peu plus surpris encore. Oui, mais moi je trouve que c'est très très émouvant et à chaque fois que ce soit pour des événements aussi majeurs que ceux-ci ou même quand je vois sur le terrain les volontaires qui au quotidien consacrent leur temps vraiment pour la personne qui vit à côté d'eux, je pense que c'est toujours quelque chose de très touchant et c'est des personnes qu'on ne peut que remercier évidemment de leur solidarité. Rizlène, un mot aussi, parce qu'on ignore une réalité du Maroc. C'est un pays qui est privé de services publics. C'est un pays où c'est parfois très très compliqué d'organiser des choses basiques, élémentaires, parce qu'on vit bien ici, il faut quand même le rappeler aussi. Comment est-ce qu'on peut analyser ça, justement? Mais il y a une grande disparité au sein du pays en termes de services publics. Il faut distinguer les grandes villes très développées comme Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech en fait partie. Ces villes sont mieux équipées en infrastructures, notamment médicales. En revanche, le Haut-Atlas, qui est une vaste chaîne montagneuse où se situe l'épicentre de la secousse, à El Haouz, où l'altitude varie entre 1000 et 4000 mètres, une zone escarpée, difficile d'accès, avec des routes étroites et sinueuses, certainement encombrées par des éboulements. Une zone très belle, où la nature est magnifique, authentique. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est une zone touristique, mais une zone sous-développée, où les services publics sont absents. Vous avez l'impression que justement ces zones sous-développées, ces absences de services publics que vient d'évoquer Rizlène, ça a été un problème. Il y avait un message qui nous était parvenu et je le reprends comme ça un peu à la volée. Il était crucial, c'est un message de Jacques via Facebook, il était crucial d'agir immédiatement après le tremblement de terre. Au Maroc, on a perdu beaucoup trop de temps. C'est votre avis aussi ? Il est crucial d'agir très très vite par rapport à retrouver des survivants au plus vite. Donc ça c'est important et là c'est les gens sur place quand même qui arrivent le plus vite. C'est eux qui sont dans le pays, ils connaissent. Donc il faut quand même souligner le travail qui a été fait par tous les secouristes locaux. Après, peut-être qu'on aurait pu faire appel, le Maroc aurait pu faire appel plus vite à des secouristes internationaux parce que c'est vraiment un métier compliqué de retrouver des survivants et le temps est très 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 court. Après, sur l'aide des blessés, moi ce que j'ai eu comme information, c'est qu'il y avait quand même un très bon dispatching des blessés. Les ambulances, quand l'accès était là, on l'a répété plusieurs fois, il y a des villages où on ne peut pas aller même en voiture. Il faut aller avec l'âne. Donc, il y avait une configuration ici très, très, très particulière. Et donc, c'est assez compliqué. Même si on veut faire le maximum, il y a des barrières qu'on ne maîtrise pas. On doit avancer dans cette émission. On va entrer en liaison avec Véronique Petit. Elle est l'ambassadrice de Belgique au Maroc. Et c'est évidemment important d'avoir ce son-là aussi, cette actualité-là et cette vision de cette actualité. Bonsoir, Madame l'ambassadrice. Merci d'avoir consacré quelques minutes pour cette émission. J'imagine que vous êtes très, très, très sollicitée. Un petit mot de la situation sur place des Belges. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tous les Belges qui étaient présents au Maroc au moment des faits sont aujourd'hui sains et saufs? Monsieur Daoud, et bonsoir à vos invités. Effectivement, à ce stade, pour ce que nous en savons, toutes les personnes qui avaient pris contact, soit avec la garde de l'ambassade, soit avec le centre de crise qui a été mis en place très tôt samedi par le ministère des Affaires étrangères, ont été identifiées, localisées et sont toutes en sécurité. Donc nous n'avons ni décès ni blessés à déplorer. Bien entendu, il se pourrait encore que de nouveaux cas apparaissent, mais je crois que progressivement, au fur et à mesure que
que le temps passe, ça devient moins, Il y a eu beaucoup de départs aujourd'hui. susceptible de se produire. Pardon. Beaucoup de Belges ont quitté le pays aujourd'hui. Écoutez, il y a des Belges qui quittent régulièrement, évidemment. Certains ont décidé d'abréger leur séjour et on peut le comprendre, évidemment, face à ce drame effroyable. On n'a pas nécessairement envie de poursuivre ses vacances dans des conditions pareilles. Mais comme je l'avais déjà dit par ailleurs, donc les aéroports sont ouverts, les grands axes sont dégagés, les lignes ferroviaires fonctionnent également, donc il y a parfaitement moyen de quitter le Maroc si on le souhaite. Votre ambassade a reçu des demandes plus urgentes que d'autres aujourd'hui? Écoutez, très honnêtement, depuis hier après-midi, on a déjà senti au niveau consulaire une forte décrue des demandes. Donc on a encore eu un cas aujourd'hui d'une personne qui a signalé qu'il était sans nouvelles de deux personnes qui étaient dans la région de Marrakech et on a pu assez rapidement prendre contact avec l'auberge où il se trouvait et réaliser que ces personnes étaient bien saines et sauves. Donc à ce stade-ci, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus aucun cas pendant connu de nos services. Un grand merci à vous, Madame l'ambassadrice, d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. Mais on a appris les bonnes nouvelles, et je mets de gros guillemets évidemment par rapport à la gravité de la situation, mais en ce qui concerne les Belges qui étaient présents sur place. Merci à vous. On enchaîne dans cette émission. On a un peu changé le plateau. On est ravis d'accueillir Monsieur Defour, Jean-François Defour. Vous représentez l'UPAV, l'Union professionnelle des agences de voyage. Ça paraîtra peut-être un peu terre à terre, mais oui, il y a des questions autour de ça aussi. Et Anouar, artiste que certains auront déjà sans doute reconnu sur ce plateau. Votre famille est là-bas et vous avez aussi tenu à venir nous apporter en musique un petit message d'espoir. Ce sera pour la fin de cette émission. Nous avons, et c'est un message qui nous est parvenu, Monsieur Defour, nous avons programmé, ma compagne et moi, un voyage à Marrakech. Vu les événements récents, pensez-vous qu'il est judicieux de maintenir ce voyage? Beaucoup de questions nous arrivent là-dessus. Je ne vais pas vous demander de juger la question éthique d'aller en vacances au Maroc, d'aller faire des affaires au Maroc, de vouloir tout simplement aller aider au Maroc. On a entendu que ce n'était peut-être pas l'idéal. Qu'est-ce qui attend les voyageurs belges qui ont prévu de se rendre au Maroc prochainement? Alors, je crois que la situation va évoluer de jour en jour et c'est important que les voyageurs se renseignent auprès du site du ministère des Affaires étrangères où on a une évolution de la situation. Pour l'instant, effectivement, le ministère des Affaires étrangères déconseille vivement de se rendre au Maroc et je pense que nous devons respecter cette décision. Nous avons également eu beaucoup de contacts avec des hôteliers sur place et toutes les infrastructures sur place à Marrakech qui nous disent surtout envoyez-nous le plus rapidement possible des touristes. Alors bien évidemment, nous devons laisser la priorité autant de retrouver les personnes pour l'instant dans les séismes. Nous devons donner le temps également au deuil et puis reviendra bien évidemment le temps de la réalité économique et nous pourrons réenvoyer des touristes à destination. C'est vraiment ce qu'ils souhaitent, mais nous attendons un petit peu. Il y a des reproches, c'est un message qui nous avait été envoyé via Opinio par Tonton 1 qui a dit, et d'autres l'avaient dit aussi, c'est quand même scandaleux que les tours opérateurs, les agents de voyage n'aient pas annulé les départs qui étaient prévus dans les heures qui ont suivi et dans les jours qui viennent. Certains parlent d'indécence. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, on peut le comprendre, mais ce n'est pas une généralité. Il faut savoir que la plupart des tours opérateurs ont justement fait preuve de beaucoup de souplesse ces derniers jours en proposant l'annulation, en proposant d'autres destinations ou proposant un report. Donc, je suis, par rapport à ça, ce n'est pas une généralité et nous avons agi dans l'intérêt de nos clients, mais également en respectant la population marocaine sur place. Rizlaine, un petit mot aussi sur ce qui est conseillé, pas conseillé. Que disent les autorités belges a fortiori? On déconseille de se rendre sur place. Oui, en effet. Bon, les vols, de fait, à destination et en provenance du Maroc depuis la Belgique sont maintenus. Les aéroports au Maroc sont restés opérationnels. Les vols intérieurs sont également maintenus. Et c'est vrai que les affaires étrangères recommandent d'éviter d'aller dans les villes touchées par le séisme, Marrakech, Ouarzazate, Taroudante. Concernant la demande, les réservations, il y a eu quelques annulations. Et voilà, mais je peux vous donner un exemple. Tour opérateur TUI, par exemple, ne constate pas un nombre important d'annulations de son côté. Merci pour ces explications. Nous a rejoint, on l'a dit, Anouar. On va vous donner la parole dans un instant. Un tout petit mot encore. Est-ce que les agences de voyage, est-ce que les tours opérateurs pourraient être impliqués dans des opérations de rapatriement ou est-ce que c'est absolument pas votre travail? Je pense que notre job, c'est effectivement de pouvoir proposer aux personnes qui veulent se rendre sur place un vol ou un hôtel, mais nous n'organiserons pas, bien évidemment, un tourisme humanitaire. Il faut le faire en collaboration avec des personnes sur place, bien évidemment. Anne Mayence est en liaison avec nous. Bonsoir, Madame Mayence. Vous vivez depuis plus de 10 ans à Marrakech. Vous organisez
des randonnées dans l'Atlas. Je ne vais pas vous demander évidemment si l'activité touristique doit reprendre, doit continuer, mais vous pouvez témoigner d'une certaine difficulté évidemment à rejoindre certaines zones. Pardon de vous presser, il nous reste une petite minute avec vous. Oui, enfin, c'est difficile d'accéder dans les villages sinistrés, bien évidemment, mais il y en a beaucoup d'autres. Et nous sommes en contact avec ces villages puisque les muletiers, les cuisiniers qui travaillent avec nous habitent ces villages. Et je crois que, enfin, nous maintenons nos randonnées. D'abord, nous n'irons pas en tant que voyeurs, mais nous allons voir nos amis sur place et nous rapporterons aussi l'aide nécessaire. Ça, c'est prévu. Et ils nous attendent parce que ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de faire vivre. On va chez l'habitant, on va dans des gîtes, donc ils nous attendent. Je crois que c'est une forme de soutien aussi que d'y aller, pas pour aller voir les dégâts. On passera, c'est d'ailleurs pas ça qu'on fera, mais pour aller voir les beaux paysages, les beaux villages et être accueillis comme ils le font chaque fois avec beaucoup de chaleur. Et à travers vos mots, merci de votre intervention dans cette émission. À travers vos mots, on sent aussi que la question de la solidarité est très très importante dans un pays comme le Maroc. Bonsoir Anouar. Bonsoir. Vous connaissez cette solidarité. Votre famille vit au Maroc, on le précise, dans une zone qui n'est pas touchée. Vous avez eu des nouvelles et elles sont rassurantes. Je voudrais justement vous entendre d'abord sur cette notion-là. On l'a entendu, la solidarité en Belgique, elle est fondamentale et on s'en réjouit. Vous dites que là-bas, c'est un mot qui a aussi énormément d'importance, que tout se met en place pour aller aider les sinistrés. Oui, c'est ce que j'ai beaucoup surtout suivi ce qui se passe au Maroc, mais aussi en Belgique et partout, parce que les Marocains, il y en a aussi dans le monde entier. Et j'ai vu une mobilisation incroyable, une solidarité incroyable. Tout le monde, partout, tous les jours, des images, des photos de gens des camions, des remorques, de l'eau, de la farine, tout ce que chaque personne essaye d'aider à sa manière. Et c'est très, très, très touchant, je trouve. Vous connaissez bien une des zones très touchées. Vous y étiez récemment. Surpris par l'ampleur des dégâts et de la catastrophe ou pas vraiment ? Surpris, je dirais qu'en ayant visité, en connaissant la région, effectivement, c'est une région où il y a des maisons, beaucoup de petits villages avec des maisons en terre. Les routes sont difficiles d'accès et donc je pense que les conditions de terrain font que c'est très difficile de pouvoir aider très rapidement. Et voilà, malheureusement, c'est... Pardon pour le côté très terre-à-terre, évidemment, mais question qu'on pose tout le temps dans ces circonstances-là. Vous avez réagi comment les premières heures après avoir entendu cette terrible nouvelle de ce séisme au Maroc ? Je pense que personne n'est prêt à entendre, à recevoir cette nouvelle d'une catastrophe aussi grande. Et voilà, c'est un choc au début. On essaie de comprendre, on essaie de joindre notre famille, on essaie de les appeler, voir si tout le monde va bien. Et puis petit à petit, on essaie de voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire, essayer de trouver les premières infos. Est-ce qu'on peut essayer peut-être d'envoyer de l'argent ? Comment est-ce qu'on peut aider ? Je pense que c'est la première chose à laquelle on pense. Moi, en tout cas, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Est-ce que tout le monde va bien ? Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que vous pouvez faire ce soir ? Je sais que ça paraîtra peut-être un peu dérisoire, mais merci en tout cas d'avoir accepté, parce que vous avez vraiment dit oui tout de suite quand on vous l'a proposé. Rendre un peu d'espoir, envoyer un message positif, c'est ce que vous allez faire sur ce plateau. Je vais vous laisser vous installer en chanson, évidemment. Vous allez lui reprendre un air un peu positif, du gospel, pas une chanson de votre répertoire. On va vous écouter, vous allez pouvoir prendre la guitare. C'est d'ailleurs là-dessus qu'on se quittera en guise de générique de fin. Le temps de remercier nos intervenants de ce soir, le temps de remercier aussi celles et ceux qui ont envoyé tant et tant de questions sur ce sujet. On aurait encore pu en parler très 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 longtemps, mais vous savez que la RTBF reste mobilisée pour vous offrir toutes les informations sur ce terrible drame qui touche le Maroc. Il me reste aussi à remercier toute l'équipe qui m'a permis de vous présenter cette émission. On se quitte donc en chanson avec Anouar. Say hallelujah, throw up your hands, the bucket is kicked, the body's gone. Close your eyes and dry your tears. Down, and then the one is to cry. Say hallelujah, throw up your hands. The bucket is kicked, the body's gone. Dry your eyes and start a prize. Put a smile on your face. They didn't want us to cry.
The sun will rise, the stars will shine, turning day to dusk and night to dawn. We'll pass on until that day. Say hallelujah.